Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Premier titre, les agents de l'entreprise BM commis à l'assainissement du groupe scolaire Ewabora et d'autres sites de la ville de Kolwezi déplorent leur faible rémunération. Ils sollicitent la révision de leur salaire. Leur boulot au quotidien, c'est de rendre les groupes scolaires Ewabora vivables et plus attrayants qu'avant. Les ouvriers de l'entreprise BM commis à l'assainissement de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire de l'État broient du noir. Les salaires perçus à chaque fin du mois ne leur permettent pas d'élier les débuts du mois. Ces jardiniers ayant requis l'anonymat déplorent leur rémunération mensuelle jugée maigre au vu des conditions sociales et sollicitent par la même occasion les réajustements salariales. Ça fait déjà 4 ans et nous courons la 5e année que nous travaillons avec Maman Fifi Masuka. Mais notre salaire est toujours de $100. Voilà pourquoi nous demandons l'augmentation des salaires pour que nous soyons aussi heureux. Nous rencontrons des blocages lorsque nous voulons échanger avec Maman Fifi Masuka. Ils nous promettent toujours qu'ils vont améliorer notre salaire. Malheureusement, aucune solution n'est trouvée. Nos efforts pour rencontrer les responsables de l'entreprise BM ont engendré que de longues attentes. C'était là un reportage de Elisha Kaondé rendu par Ben Mouland Akajit, la voix des opprimés. Une asbel des voix de droits de l'homme Kolwezi se dit indigné du comportement jugé incivique de l'OPJ Roxy Moussolé. Ce dernier aurait arrêté arbitrairement depuis samedi dernier un étudiant et membre de leur structure parti dans un cachot de la place à la recherche des éléments pour son travail scientifique. Nous sommes venus à l'auditorat de Kolwezi pour nous plaindre contre l'OPJ Roxy Moussolé. Qu'est-ce que l'OPJ Roxy Moussolé a fait? Il a arrêté en date du samedi 3 juillet de cette année notre membre. Pour quel motif? On lui reproche qu'il aurait exigé aux gardes de contrôler les cachots de la police ou de visiter. Mais le droit de visite est garanti par la Constitution, monsieur le journaliste. Et puis, ces motifs-là, quand nous l'avons analysé à notre niveau, nous avons estimé que cela n'est pas constitutif d'une infraction. Demander à une personne, à un OPJ que je voudrais voir X ou Y, qui est au cachot, ce n'est pas un problème. Alors, c'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et c'est ce qui nous a motivés pour venir à l'auditorat et porter plainte contre cet OPJ, puisque nous estimons que c'est une arrestation arbitraire, pure et simple, qui viole l'article 17 de la Constitution de notre pays. Et comme vous le savez très bien, nul n'est au-dessus de la loi. C'est pour cela que nous voulons que cet OPJ soit inquiété. Voilà la raison de notre présence à l'auditorat. Autre chose dans ce journal, l'élaboration du cahier de charges pour la matérialisation de certains projets à la cité Jekamine Kapata. Tel est l'objectif de la rencontre entre Deogracias Kalubunda et le relais communautaire ainsi que la société civile. Après cette rencontre, Félix Tamboué Lufungula en a fait le condensé au micro de Patient Parker Kabamba. Structure, les besoins en éducation, les besoins en santé, les besoins en eau et électricité, les besoins en assainissement. Nous avons validé parce que c'était un travail qui était déjà préparé. Est-ce que vous savez que les miniers, quand ils exploitent nos minéraux et en compensation, ils doivent nous laisser des investissements durables. Et c'est la liste des investissements durables que je viens d'élaborer ici pour que même quand ils auront terminé avec nos minéraux, que nous puissions voir quand même ce que nos minéraux ont produit après que les mines soient épuisées. C'est pourquoi le cahier des charges sont orientés vers les investissements durables. Bon, ce que nous avons fait ici, c'est pour 5 ans. Parce que chaque fois, un cahier des charges a une durée de vie de 5 ans. Tous les 5 ans, nous devons élaborer un nouveau cahier des charges.
Et en humanité cette fois-ci, signe d'amour ou d'attachement, le baiser célébré ce 6 juillet de l'année. Cependant, il en existe plusieurs sortes. Le baiser de Judas, qui est tout simplement un baiser hypocrite. C'est un reportage de Lucie Machik. C'est par un verset biblique tiré du livre de Matthieu chapitre 26, verset 48, que le pasteur Boniface a expliqué la portée théologique du baiser de Judas. La Bible dit, celui qui les livrait leur a donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. En Israël, les dieux d'Israël, il faut bien les connaître. Parce que lui, il parle par des signes, des images, des symboles. Il peut parler en parabole. C'est à la fin où il peut utiliser le langage humain. Ça, c'est un signe en Israël qui signifiait avoir un attachement, une affection, un amour vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez bien. Maintenant ici, nous voyons Judas, il va donner un baiser à Jésus. Mais ici, ce n'était pas un baiser d'affection ou d'amour, c'est un baiser de trahison. Comme nous le constatons dans le monde, quelqu'un, il peut vous montrer les dents, alors qu'en réalité, ce sont des lances, ce sont des flèches. Et Judas, traître, il a fait ce baiser par hypocrisie. Le baiser de Judas est passé dans le langage courant pour désigner un acte de tromperie et de trahison. Dans beaucoup de pays d'Afrique, le baiser est considéré comme un tabou. Et direction à la capitale de la République démocratique du Congo, nous sommes à Kinshasa où le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge met en place une commission interministérielle chargée de rédiger une feuille de route du processus de recensement et d'identification de la population de la République démocratique du Congo. C'était ce lundi 5 juillet 2021. Ce 5 juillet, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise. Parce que tout le monde le sait, d'ici 2023, ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. Restons toujours dans la capitale RD congolaise. L'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Monsengo Passignan, est dans un état critique, annonce faite le dimanche 4 juillet 2021 par son diocèse. Je vous prie de suivre ce commentaire. Selon plusieurs sources, le cardinal Laurent Monsengo est dans un état critique. Il pourra être évacué pour des soins appropriés à l'étranger, signe ce communiqué à Georges Nzila, secrétaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Les causes de son état de santé n'ont pas été révélées. Pour un petit rappel, Laurent Monsengo, avec la conférence épiscopale, ont joué un rôle majeur pour l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature du défunt Mobutu Sese Seko. Il est parmi les voix critiques à l'égard de différents régimes qui se sont succédés en RDC. Ordonné prêtre en 1963, cette grande figure de l'Église catholique africaine cédait son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Ambongo en novembre 2018. Notons que l'Église catholique en RDC est la seule institution réellement présente sur l'ensemble du territoire et dont ses revendiquants, environ 40% de la population, jouit d'une audience sur la question politique et sociale qui dépasse largement le cercle de ses fidèles.
Et parlons sport, le karatéka du Lualaba sont au banc du savoir pour apprendre la nouvelle technologie du karaté traditionnel. Ce séminaire de remise à niveau a pour objectif de corriger quelques gestes interdits dans les Shotokan. Ils sont à l'école du savoir, le karatéka du Lualaba. Un expert venu du Canada, un ex-champion du monde du karaté traditionnel, explique l'importance et les biens-fondés de sa présence à Kolwezi. Être champion, c'est rien, mais être champion de la vie, c'est mieux. Donc, mon souci est qu'on apprenne des bases solides pour que ça nous aide dans tout ce que nous faisons dans la vie. Si c'est les études, si c'est le travail, si c'est les couples, que nous soyons des bons citoyens. Donc, mon enseignement se résume dans 3 choses. Je pratique le karaté pour la santé physique et mentale, pour la sécurité et puis pour être un bon citoyen. Ça veut dire santé, sécurité, éthique. Toutes les catégories étaient présentes, ceinture marron, ficelle bleue, ceinture noire et certains sensei venus de part et d'autre. L'objectif est d'apprendre et corriger quelques mouvements interdits en Shotokan. Bon, nous avons réussi un expert qui vient du Japon, et du Canada plutôt, il est résident au Canada. Sensei Etienne Radi, il est venu pour un séminaire dans le sens de un peu remotiver l'activité et la mise, comment je veux dire, la mise à niveau. Quoi. Absolument. J'ai ouï dire qu'il y aurait un séminaire de Dikai. Dikai, c'est le karaté traditionnel. Ça devrait se passer à Lubumbashi. Le vrai, c'est que quand je suis arrivé à Lubumbashi, c'était déjà à la fin, ils ont fini les séminaires. C'est ainsi que, comme c'était encore organisé à Lualaba, je me suis posé la question de savoir, comme j'étais déjà à Lubumbashi, je ne pouvais pas retourner sans pour autant prendre la connaissance. De façon pour laquelle je me suis vraiment dirigé à Lualaba pour connaître aussi ces séminaires, prendre part à ces séminaires. Pour rappel, ce séminaire prendra 4 jours. Et restons toujours en sport, Florent Ibenge a officialisé avec son tout nouveau club Renaissance Sportif de Bécane ce lundi 5 juillet 2021. Il est lié au club marocain jusqu'en 2023. Commentaire de Enis Mangassa. Ibenge Ikwange Florent est le nouveau patron du staff technique de la Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Il a signé officiellement son contrat de 2 saisons ce lundi 5 juillet 2021 devant les dirigeants du club. Durant ces 2 années de contrat, le technicien franco-congolais percevra $55,000 le mois. Cette signature intervient quelques jours après la démission de Florent Ibenge chez Vita Club. Cher Béclubien, voilà, me voici aujourd'hui, vous voyez le drapeau derrière, au Maroc. Je viens de signer à Berkane. Donc une nouvelle vie pour moi qui commence. Et avec toujours une pointe de tristesse, mais aussi de la joie d'embrasser une nouvelle carrière, donc une nouvelle vie. Je vous laisse en bonne position pour jouer à nouveau une Coupe d'Afrique. Tout juste après cette signature, Renaissance Sportive Berkane a présenté médiatiquement Ibenge à ses supporters. Pour Florent Ibenge, les travaux commencent sur un nouveau départ qui lui présente un nouveau défi. Et voilà, c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme reste en continu sur le www.wangou.info.